Bonjour et bienvenue à tous. On vous souhaite la bienvenue sur Ici et Maintenant. Depuis quelque temps, certains d'entre vous ont pris le temps d'observer le ciel, comme notre invitée Jacqueline Roche, photographe professionnelle, qui, de par son métier et ses activités, avait besoin d'un ciel bleu. Seulement, voilà, le ciel bleu n'est plus, beaucoup moins en tout cas. Elle va nous raconter son histoire, sa rencontre avec Patrice Ernu. On accueille donc avec grand plaisir Jacqueline Roche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Patrice Ernu, qui est devenu, si ce n'est un ami, un de vos collaborateurs dans un documentaire que vous avez préparé, mis en boîte et présenté déjà, Géo-ingénierie sous un ciel artificiel. Comment démarre l'histoire ? En fait, pour mon travail sur l'image, j'ai passé pas mal d'années à faire des photos de repérage du ciel. Et j'ai constaté, et j'ai moi-même un studio photo en lumière du jour, dans lequel j'ai travaillé pendant 18 années. Et en fait, la lumière a terriblement baissé, même dans le studio. Et il est aujourd'hui plus possible de faire de photos sans prévoir de l'éclairage systématiquement. Et en fait, un jour, tranquillement à la terrasse d'un café, j'ai regardé je voyais le ciel avec des traînées croisées. Et voilà, et je regarde et je me dis, tiens, c'est bizarre, ils ont dessiné Burberry au plafond, je comprends pas. Et je suis restée un bon moment et en fait, j'ai vu que c'est pas des traînées de condensation, puisque évidemment, ça reste une demi-heure, une heure, ça se diffuse et ça fait un voile. Un jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs fois, j'ai observé ça et puis j'ai été chercher sur Internet pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il y a une grande omerta sur ce sujet, qui est des nouvelles technologies, ça s'appelle de la géo-ingénierie. C'est quand même... c'est complètement officiel et pourtant, le public n'est pas au courant. Donc moi, j'ai fait ma propre investigation et c'est sur des faits. J'ai essayé que ce documentaire ne soit pas du tout à l'émotionnel, mais sur des faits concrets avec des fondamentaux indiscutables. Je me suis rapprochée de M. Patrice Ernu parce que c'était un économiste de formation, qu'il s'est toujours intéressé à l'écologie politique. Déjà dès les années 70, dans le cadre des travaux du Club de Rome, mais aussi à d'autres universités, à Dauphine, à Harvard. Il a toujours travaillé sur le concept du développement durable. Il a tenté en fait d'écologiser tous les partis politiques les uns après les autres. Il a même rédigé avec Jean-Michel Bélorgey les aspects du programme Changer la vie du Parti socialiste. Et c'était le premier programme environnemental. Après, il a été, entre 93 et 96, secrétaire général de Génération Écologie avec Brice Lalonde. À l'époque, ça représentait 6 ou 7%. Aujourd'hui, ça ne représente plus rien, mais à l'époque, c'était important. Puis, il a été vice-président du développement durable avec François Bayrou. Et puis, l'un des 5 présidents fondateurs de l'UMP. Je voulais me baser sur des personnes qui étaient... des vrais écologistes et relativement pas discutables en fait sur les faits. Aujourd'hui, on constate aussi que Brice Lalonde, tout le monde peut taper sur Internet Brice Lalonde, géo-ingénierie, et on sait qu'il était ambassadeur à l'ONU pendant la COP 21. Or aujourd'hui, il dit lui-même que la géo-ingénierie est très très mal présentée au public. On voit bien que en fait, le fossé entre les institutions et les complotistes se réduit terriblement. Et ce documentaire avait pour but aujourd'hui de déclencher un débat citoyen et à mon avis dans l'intérêt sanitaire commun. Alors, ce documentaire existe. Est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui ? On peut le trouver sur une plateforme sur Internet en tapant film et documentaire et après en tapant le titre du film vers un climat artificiel. Pourquoi nous ne sommes pas au courant ? Pourquoi on n'en parle pas ? Jacqueline ?
Au début, je pense que ce sujet est classé secret défense. Maintenant, on s'aperçoit qu'ils vont être obligés d'en parler au public, je pense, fin 2018, début 2019, assez prochainement. D'ailleurs, je veux dire, les lobbies de la géo-ingénierie étaient présents déjà à la COP 21, dont on a beaucoup entendu parler. Après, il y a eu la COP 22, pas beaucoup entendu parler, et la COP 23. En fait, on va rapidement passer de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui est obligatoire, qui va être obligatoire. Bien sûr, on ne va pas dire aux gens qu'on va faire des épandages de nanoparticules. On va leur expliquer qu'il faut faire des retraits de CO2 dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas de retrait de CO2 dans l'atmosphère sans géo-ingénierie. Donc je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour... je pense qu'en faisant très peur aux gens avec... en les préparant bien, en disant que le climat se dérègle, évidemment, avec la géo-ingénierie, ça se dérègle encore plus vite. Donc, en les préparant bien et en leur faisant peur, ils vont admettre n'importe quoi, oui. Alors, pourquoi admettre n'importe quoi? Quel est le but réel de cette géo-ingénierie? Parce que Patrice Ernu, qu'on a entendu dans cet extrait, nous parle de rayons du soleil qui seraient réfractés. Mais il n'y a pas aussi un effet de serre qui serait possible si on met une couche donc de... Mais c'est évident, c'est évident. Donc d'un côté on dit blanc, de l'autre côté c'est noir, c'est assez complexe. Oui, c'est très complexe. On a du mal à comprendre la réalité des effets voulus. C'est pour ça qu'un vrai débat avec des avis contradictoires serait bien. Vous voyez, le film, il a été sélectionné au Festival du film vert à Genève. C'est eux qui sont venus me chercher. On a fait toutes les démarches, je leur ai envoyé le film, tout était bon. Et au dernier moment, je vois que le film n'est pas dans la programmation. Je les appelle. Et en fait, ils me disent qu'il a été enlevé de la programmation. Par contre, je vois que le film de Al Gore va passer plein de fois et dans plein de villes. Alors, ont-ils subi des pressions? J'en sais rien, mais c'est curieux quand même. Donc, il n'y a qu'une seule opinion sur le sujet. Et vous savez, les lobbies sont très forts, c'est assez difficile de... En fait, c'est ceux de l'énergie fossile et du pétrole qui sont en train de se recycler dans la géo-ingénierie. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent donc? Parce que se recycler, c'est des histoires d'argent beaucoup aussi. Ils veulent juste nous vendre un système qui serait... qui sauverait un climat, mais... Ils veulent contrôler le climat. Ah oui, c'est différent. C'est contrôler, c'est toujours des histoires... c'est pour maîtriser, en fait. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Depuis la guerre du Vietnam, on utilise les épandages. Ce sont des techniques. Contrôler, faire la pluie, on sait le faire depuis des dizaines d'années, on est bien d'accord, c'est pas nouveau. C'est très bien expliqué dans le documentaire, justement. Hein? Alors, aujourd'hui, ce serait une possibilité de maîtriser le climat. Et alors, moi, il y a quelques années, avant d'entendre parler de ça, je me disais, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais toucher, la météo. Seulement, là, on est en plein dedans et on peut tout faire. On peut absolument tout faire, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Avec ces épandages, donc ce sont des traînées. Qu'est-ce qui est épandu, justement? Quelles sont les substances que laissent Moi, mon certains documentaire reste beaucoup plus factuel. Je pense que là, il y a tout le boulot des associations qui est peut-être qui va un petit peu plus loin. Mais enfin, on sait que c'est des nanoparticules, surtout d'aluminium. On dit qu'il y a du barium, du strontium. Enfin bon, moi, dans le documentaire, je ne vais pas jusque-là parce qu'il y a le boulot des associations derrière. Ce que je voulais surtout, je vois par exemple sur les réseaux sociaux, on dépasse le 1 million de vues sur le petit teaser. Je voulais juste informer et ouvrir la porte à un débat. Sans a priori, il faut que les gens s'expriment en fait. Là, pour l'instant, ce qui est difficile, c'est cette omerta avec une seule façon de penser, réchauffement climatique et faire peur aux gens. Alors, pour les associations, on a retenu Ciel Voilé et l'Axepica, que vous pouvez aller visiter. On les salue au passage, parce qu'ils seront intervenus sur cette antenne, d'ailleurs, pour en parler au printemps 2017.
Oui, on a changé d'année depuis. Alors, effectivement, on se rend compte qu'effectivement, il y a des traînées de plus en plus nombreuses. Depuis combien de temps, donc vous qui avez effectivement été surprise par ces traînées pour vos travaux de photographie ou de repérage, ça fait combien de temps que ça dure? Depuis combien de temps ça a changé? Depuis combien de temps on n'a plus de ciel bleu? En fait, la géo-ingénierie, ça fait très longtemps. Si j'en reste aux faits factuels, moi, ça m'a interpellé plus tard. Mais après, j'ai compris qu'avec le traité de ciel ouvert en 2002, déjà, il y avait donc des additifs rajoutés au carburant des avions, de tous les avions de ligne. Et je pense plus tard, j'ai du mal à certifier la date, mais je crois que c'est 2007, on est passé à des vols à basse altitude. Je n'en parle pas dans le documentaire, ça devient classé secret défense. Parce qu'effectivement, les avions épandeurs, si on peut les appeler ainsi, ils sont quand même assez bas. J'ai entendu parler de 4000 mètres. Donc c'est des avions qu'on voit vraiment à l'œil nu, puis on voit ces traces-là, et effectivement, ils sont vraiment observables. Il n'y a vraiment pas photo. On est bien obligé de s'apercevoir qu'il y a des avions, on va dire, classiques, et des avions qui laissent des traînées. De toute façon, c'est très simple. À Paris, les avions n'ont pas le droit de survoler, en tout cas en dessous de 8000 mètres. Un avion qui est à 8000 mètres, vous le voyez minuscule, vous ne voyez pratiquement pas. De toute façon, c'est toujours couvert, donc on ne les voit pas, ceux-là. Mais quand on voit des traînées et les avions sur Paris, c'est quoi ces avions qui ont le droit de survoler Paris? Et en plus, avec des traînées qui se croisent perpendiculairement. C'est impossible pour des avions de ligne. Ça se voit, c'est quelque chose qui se voit. Alors après, tout ça n'est pas très factuel. Là, c'est d'observation. Quels sont les effets que vous avez pu observer, justement, quel que soit l'objectif à atteindre avec ces épandages, quel que soit le but de la géo-ingénierie? On a bien compris que c'était pour modifier ou maîtriser le climat, pour X raisons, pour éventuellement évoquer les raisons. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires pour nous autres, justement même pour la planète, puisque si c'est pour réguler peut-être le climat, est-ce que, comme un médicament, il y a aussi des effets secondaires? Je suppose que l'aluminium... C'est pas bon pour le corps, c'est la seule chose que le corps humain n'a pas, en fait. Et c'est vrai que de respirer des nanoparticules d'aluminium, c'est pas très bon. On voit très bien le nombre de cancers et d'Alzheimer, et il y a forcément des effets. Alors aujourd'hui, on dit que les nanoparticules sont partout. Alors en plus, effectivement, ils en mettent partout dans la bouffe, mais même si elles tombent du ciel, comme le dit l'agriculteur dans le documentaire, voilà, c'est absolument partout. Effectivement, on a vu des relevés d'aluminium en haut de certaines montagnes, où donc normalement... et les pics de pollution, la neige est pure, en pleine montagne, oui, ou dans les Vosges, ou dans... Enfin bon, on n'avait jamais vu ça. Et on continue à dire que ce sont les voitures le problème. Donc c'est tellement énorme que c'est vrai que c'est difficile. C'est la totalité du cerveau qu'il faut se retourner pour comprendre. Oui, parce que d'un côté, on tape sur le petit consommateur qui prend sa voiture tous les jours. Oui, mais comme ça évite de parler du vrai problème qui sont les lobbies, en fait. C'est de l'autre côté que se passe le problème. C'est pas trop le mec qui jette son papier par terre, ou c'est pas là que se passe le problème. C'est quoi le problème, quand vous dites le problème? C'est les lobbies qui sont au-dessus de toutes les lois, en fait. Quel lobby d'ailleurs? Parce que là on parle du lobby de la... Vous avez parlé tout à l'heure le lobby de la géo-ingénierie. Et donc il y a vraiment des gens qui sont au-dessus de tout ça et qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Moi ce qui m'étonne, c'est effectivement, si la géo-ingénierie c'est pour une cause planétaire, alors pourquoi on n'est pas au courant? Soit on est vraiment dans une panade qui fait que si on est au courant d'une situation planétaire, climatique grave, alors on pourrait peut-être s'énerver un peu, on pourrait peut-être avoir peur, ou est-ce que effectivement, tout simplement, cette géo-ingénierie
à d'autres raisons qui fait que à la limite ça ne nous regarde pas, hein. Ça doit être ça puisqu'on ne nous en parle pas. Est-ce que si on peut utiliser la géo-ingénierie pour modifier le climat, est-ce qu'on peut modifier le climat pour des raisons économiques? Bien sûr. C'est-à-dire? Vous avez vu dans le documentaire que Monsanto a acheté un des leaders climatiques, puis la météo, puis que Météo France disparaît des chaînes publiques au profit d'une société britannique, etc. Donc, et vous voyez aussi qu'à la même époque, Monsanto a sorti un gène résistant à l'aluminium. En fait, quand on va rechercher juste des faits, c'est chronologique, ça s'enchaîne et ça s'emboîte très très bien en fait. On voit que Bill Gates aussi, je veux dire, il faut vraiment aller regarder le documentaire parce que le détail est assez bien expliqué là-dessus, sur des faits, parce que discuter des traînées d'avion, du pourquoi, etc. Après, toutes les interprétations sont possibles et on va être classé de complotiste alors que aujourd'hui c'est un vrai sujet d'actualité. Oui, il y a pas de... c'est difficile d'en parler aux gens, hein. Les gens ne... Alors, soit ils disent oui, effectivement, soit on a l'impression que parfois on ne veut pas entendre ces histoires, on n'a pas envie de rentrer dans un domaine qui nous paraît complètement dingue, contrôler la météo, aller épandre dans un pays voisin pour X raisons, ça peut même devenir une arme, puisque si je veux, alors qu'est-ce que je fais? Je vais, oui, parce qu'au début, ça faisait de la connectique pour les sous-marins et ça fait de la connectique militaire, en fait. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que c'est toujours utilisé à fin militaire au départ et après, ça passe dans le civil, en fait. Et quel était l'objectif donc des militaires à faire des épandages? Au Vietnam... ils ont inondé, je veux dire, et ça a déjà été utilisé, ils ont fait des essais, ça a super bien marché, et après ils en ont fait partout. Donc, oui. C'est une arme, en fait, c'est une espèce de guerre invisible. Et qui est, entre guillemets, propre, puisque, voilà, c'est pas quelque chose qui est explosif, en plus. Ben non, puis en plus, si on nous dit que c'est super bien pour nous... Donc, on nous fait passer donc la géo-ingénierie comme tout bénef, parce que éventuellement, parce que c'est faire des retraits de CO2. On veut que les gens enregistrent faire du retrait de CO2 dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas de retrait de CO2 dans l'atmosphère sans géo-ingénierie à grande échelle. Voilà. Et la géo-ingénierie, c'est de l'épandage de nanoparticules. A-t-on le droit à un débat là-dessus? Vraiment, un vrai débat, pas juste il y a l'urgence du réchauffement climatique. Parfois, on est en droit de se poser la question si le réchauffement climatique serait pas nettement mieux que de l'épandage de nanoparticules, vous voyez, oui, pour notre santé. Surtout que ça a toujours été, comme le dit si bien Monsieur Ernu, ça a toujours été l'Hélocène. Quand il fait beau et chaud, la nature va bien. Là, il y a un assèchement et en même temps un refroidissement et en même temps nos plantes n'ont plus de photosynthèse. Ça va bousiller toute agriculture biologique, tout ce qui est huile essentielle, enfin ça va tout bousiller, sauf les OGM et les graines de Monsanto résistantes à l'aluminium. Oui, parce que lui, il était au courant et puis il s'est dit, tiens, c'est le moment d'assurer le coup et si on fait tomber de l'aluminium, autant que je puisse avoir des plantes et des semences à vendre résistantes à l'aluminium, ça va arranger mes affaires. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils ont fait efficace. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et on peut voir votre documentaire sur Film et Documentaire vers un climat artificiel, point d'interrogation.